Le sol tremblait sous l'impact des explosions, témoignant de l'affrontement entre la magie de glace et celle de feu. Un dragon gigantesque, le boss le plus redoutable de ce donjon, se dressait devant lui. Seul, et n'étant qu'un simple mage, il tentait de l'affronter, bien conscient que ses capacités étaient insuffisantes. Ses attaques les plus puissantes ne parvenaient même pas à égratigner les écailles du monstre. La peur s'était emparée de lui lorsque la griffe du dragon l'avait violemment projeté au loin, faisant glisser son bâton de ses mains. Il s'était maudit intérieurement, conscient que, malgré sa réputation de plus grand mage du monde, il risquait de mourir ici. L'impact avec le sol avait été brutal, chaque os de son corps semblant sur le point de céder. Alors qu'il reprenait ses esprits, des pas s'étaient fait entendre. En levant les yeux, il avait aperçu Naomi et Richard, ses coéquipiers. L'un représentait son amour, l'autre son meilleur ami. Mais son cœur s'était figé en voyant la main de Richard posée autour de la taille de Naomi. Une vague de confusion l'avait envahi, mais il s'était ressaisi, leur demandant de l'aider à sortir de cette situation désespérée. À sa grande surprise, ils étaient restés immobiles, le fixant avec une froideur incompréhensible. Naomi s'était avancée lentement, prenant sa main pour retirer l'anneau de stockage qu'il portait. Elle avait alors déclaré, d'un ton désarmant de légèreté, qu'elle n'avait jamais cru qu'il réussirait à trouver l'amulette des poissons. Elle avait ajouté qu'il était un homme bon, toujours prêt à lui donner ce qu'elle désirait. Avant qu'il ne puisse réagir, elle avait déjà pris l'anneau, en affirmant qu'il lui rappellerait toujours sa gentillesse. Il n'avait pas compris immédiatement le sens de ses paroles. Quand il avait tendu la main pour l'arrêter, Richard et Naomi s'étaient embrassés sous ses yeux, leurs gestes intimes renforçant le choc de la trahison. Il lui avait alors annoncé calmement qu'ils étaient venus uniquement pour lui dire adieu, un adieu empreint de mépris. Il avait refusé d'accepter ce qu'il voyait. Pour lui, Naomi et Richard étaient une famille. Leur trahison l'avait laissé dévasté, son cœur battant faiblement alors que les ténèbres l'engloutissaient peu à peu. Il avait cru que tout était fini. Ce qu'il ignorait, c'est qu'au moment où il sombrait, sa poitrine s'était mise à briller d'une lumière rouge intense. Lentement, l'amulette des poissons avait émergé, comme un dernier espoir. Un bruit familier avait rompu l'obscurité. L'alarme stridente, qu'il connaissait bien, l'avait tiré de son inconscience. Machinalement, il l'avait frappé pour l'éteindre avant de se frotter la tête et d'ouvrir les yeux. La pièce dans laquelle il se trouvait semblait à la fois étrange et familière, comme s'il l'avait déjà vue quelque part. En y regardant de plus près, il se demanda s'il s'agissait de sa chambre universitaire. Mais une pensée troublante le traversa. N'avait-il pas été tué par le boss final? Très vite, il réalisa que son anneau de stockage, ainsi que tous ses élixirs et trésors, avaient disparu. La télévision affichait la date du 7 août 2040. Cela signifiait-il qu'il avait été réincarné? Réincarné à la veille du lancement du jeu, 10 ans plus tôt? Tentant de calmer son esprit, il réfléchit à ce qui avait pu provoquer cette étrange situation. Une rumeur lui revint en mémoire, une légende liée au jeu Les 8 Terres Déserts. Elle disait que l'amulette des poissons, un artefact ultime, offrait une chance de revenir à la vie. Si c'était vrai, cela devait être grâce à l'amulette qu'il avait survécu. Mais cette révélation ne suffit pas à apaiser sa colère. Heureusement, il se rappela ne pas avoir rangé l'amulette dans son anneau de stockage. Sinon, ces deux traîtres auraient certainement mis la main dessus. Avec cette nouvelle opportunité de recommencer sa vie, il se promit de ne pas la gâcher. Il enfila ses vêtements et s'approcha d'un miroir. Son reflet lui renvoya un regard glacial. Les souvenirs affluèrent. Il venait de traverser l'une des périodes les plus tragiques et désespérées de son existence. La personne qu'il avait aimée pendant 10 ans entretenait une liaison avec son meilleur ami, son plus fidèle compagnon. Ensemble, ils avaient conspiré pour le trahir, lui voler ses biens, ses élixirs et ses artefacts magiques, avant de l'attirer dans un piège mortel. Le ciel lui ayant offert une seconde chance, il se jura de leur faire goûter à la douleur de la trahison et au désespoir absolu. Soudain, son téléphone sonna. En voyant le nom s'afficher, il reconnut l'appelante, Crazy Girl. Un sourire naquit sur ses lèvres tandis qu'il décrocha. La voix vive et juvénile de l'autre côté exprimait une légère confusion. Elle lui rappela qu'ils avaient partagé un repas la veille. Pourtant, quelque chose dans son ton trahissait un effort particulier pour initier cette conversation. Elle finit par admettre qu'elle avait quelque chose d'important à lui dire et lui demanda de se préparer. Il savait exactement ce qu'elle allait annoncer. 10 ans plus tôt, à la même date dans sa vie précédente, elle avait appelé pour lui révéler qu'elle avait vu Naomi embrasser un autre homme. Non seulement il ne l'avait pas cru, mais cette dispute avait mis fin à leur amitié. L'entendre à nouveau, après tout ce temps, lui procura un immense soulagement. Il s'excusa auprès d'elle, mais elle remarqua qu'il agissait de manière étrange ce jour-là. Il préféra en rire et éviter de répondre directement. Peu après, il entendit un bruit lourd, probablement un haltère tombé au sol. Elle semblait inquiète et insista sur le fait qu'elle ne plaisantait pas. Comme auparavant, elle lui parla de Naomi et de l'autre homme. Contrairement à la dernière fois, il resta calme, ce qui la rendit encore plus anxieuse.
Elle continua à affirmer qu'elle ne mentait pas. Il l'interrompit alors, affirmant qu'il la croyait, mais qu'il avait quelque chose d'encore plus important à lui dire. En entendant la sérénité inhabituelle dans sa voix, elle crut qu'il pouvait être au bord de mauvaises pensées et tenta de le réconforter. De son côté, il s'assit devant son ordinateur et lui demanda si elle avait entendu parler du jeu Les 8 terres déserts. Elle répondit que oui, les publicités pour ce jeu étaient omniprésentes. Il lui expliqua son intention de devenir joueur à plein temps dans ce jeu. Il savait que, pour l'instant, personne ne comprenait vraiment l'ampleur des 8 terres déserts. Ce n'était pas un simple jeu virtuel, mais une révolution qui allait bientôt devenir un phénomène mondial. Dans 5 ans, le jeu fusionnerait avec le monde réel. Il ne savait pas exactement pourquoi, mais il était certain que les compétences, artefacts, PNJ et cartes du jeu se manifesteraient dans la réalité. Entrer dans le jeu le plus tôt possible était essentiel pour obtenir un avantage. De l'autre côté du téléphone, elle exprima sa surprise. Elle avait entendu dire que ce jeu avait été conçu par une intelligence artificielle de niveau cosmique, l'une des plus avancées au monde. Se rappelant de ses précédents exploits dans d'autres jeux, elle crut en ses chances d'y connaître un avenir prometteur. Il décida alors de quitter son dortoir pour louer un logement où il pourrait se consacrer entièrement au jeu. Elle parut soulagée d'apprendre qu'il n'était pas abattu et qu'il avait trouvé une nouvelle direction dans sa vie. Ils continuèrent à discuter un moment, jusqu'à ce qu'une idée soudaine lui traverse l'esprit. Il lui demanda de ne pas raccrocher. Au fil des années, il avait dépensé tout son argent pour Naomi, et il avait besoin d'équipement pour jouer au jeu. Sans autre solution, il se résolut à lui demander de lui prêter de l'argent. Cette requête la mit en colère. Elle lui reprocha d'avoir gaspillé une fortune pour offrir à Naomi un cadeau d'anniversaire extravagant la veille, uniquement pour se donner en spectacle. Puis, furieuse, elle raccrocha. Plus il y pensait, plus la frustration montait en lui. Pourquoi n'avait-il pas été réincarné un jour plus tôt? Son téléphone sonna de nouveau. Il reçut une notification de transfert accompagnée d'un message vocal. Elle lui avait envoyé 10 000 yuan, précisant que c'était l'équivalent de plusieurs années d'abonnement à la salle de sport. Dans son message, elle le mit en garde. Si elle ne pouvait plus aller à la salle, elle se servirait de lui comme punching ball. Cette remarque le fit rire, et il lui promit de la rembourser. Quelques heures plus tard, alors qu'il était presque minuit, il était allongé sur son lit, finalisant ses préparatifs. Soudain, l'anneau à son doigt émit une lumière rouge éblouissante et, après un bref scan, se lia à lui. Peu après, une fenêtre apparut, annonçant le début du test bêta mondial des 8 terres déserts. Il se retrouva plongé une fois de plus dans le monde virtuel. 10 ans s'étaient écoulés, mais il était de retour à l'endroit où tout avait commencé. Devant lui se dressait un palais majestueux, et dans les airs flottait une femme magnifique, rayonnante de lumière dorée. Son apparence captivante attirait tous les regards, rendant impossible de détourner les yeux. Contrairement aux autres, il savait qui elle était, la déesse, mais aussi l'intelligence artificielle de niveau cosmique qui contrôlait le jeu. C'était la première étape du jeu, et bien qu'elle paraisse simple, il savait qu'elle demandait de la prudence. Autour de lui, certains joueurs se mirent à siffler et à faire des remarques déplacées, l'interpellant grossièrement et lui demandant de descendre. Il leva les yeux au ciel devant tant de stupidité. Le moment d'après, ces joueurs irrespectueux furent sévèrement punis et projetés dans un vortex. Les autres, déconcertés, ne comprenaient pas ce qui venait de se passer, mais lui, il savait. Tout joueur manquant de respect à la déesse subissait des sanctions, confinement temporaire ou réduction permanente des attributs. Décidé à agir différemment, il s'approcha d'elle avec sincérité, joignant les mains en signe de respect. La déesse tourna un regard calme et approbateur vers lui. Elle lui demanda s'il souhaitait réellement emprunter la voie de la cultivation. Sans hésitation, il lui demanda de lui accorder un talent inné. Un instant plus tard, la déesse pointa son doigt vers lui, et une lumière dorée l'enveloppa. Il se souvint du talent inutile qu'il avait reçu dans sa vie précédente, un bonus qui réduisait de 10% le prix des objets, une aptitude sans réelle valeur. Il se demanda s'il allait hériter de la même chose cette fois-ci. Mais il savait également que le talent inné ne déterminait pas tout, et qu'il pouvait compenser un mauvais départ grâce à sa connaissance approfondie des 8 terres déserts. Une lumière apparut derrière lui, et une nouvelle fenêtre s'afficha. Talent inné acquis, défi du destin. Il fut stupéfait. Ce talent était différent de celui qu'il avait reçu auparavant. Il comprit rapidement ses 3 effets. Premièrement, chaque fois qu'il mourait, ses attributs innés diminueraient de 10%. Deuxièmement, lorsqu'il atteindrait un nouveau palier de puissance, toutes les récompenses d'attributs seraient doublées. Enfin, chaque percée attirerait inévitablement une tribulation, et échouer à la surmonter entraînerait la destruction de son âme. Malgré les risques, il était ravi. Ce talent était incroyablement puissant. Certes, il comportait des dangers, mais les grandes opportunités s'accompagnent toujours de grands risques. S'il manquait de la détermination nécessaire pour les affronter, alors sa réincarnation n'aurait servi à rien. La déesse lui annonça que le talent avait été accordé,
mais qu'il devait maintenant choisir son apparence. Une fenêtre apparut, montrant différents types de coiffures, semblables à celles proposées lors de la création de personnages dans d'autres jeux en ligne. Ces modèles de base avaient également des attributs différents. Il parcourut rapidement les options et choisit celle qu'il souhaitait, celle qui offrait la valeur la plus élevée en charisme. Contrairement à sa vie précédente, où il avait délibérément choisi un look peu attrayant pour se divertir, il savait maintenant que des caractéristiques comme un charisme élevé et un personnage plus attractif facilitaient les relations avec les PNJ. Sans cela, les quêtes devenaient plus difficiles et il était plus ardu d'établir des liens avec les autres. Ensuite, la déesse lui demanda de choisir son lieu de naissance. Un rouleau se déplia devant lui, dévoilant une carte divisée en 4 régions, chacune correspondant à une des grandes professions du jeu, les 8 terres déserts: mage, guérisseur, cultivateur d'épée et cultivateur de corps. Il réfléchit un moment avant d'ouvrir ses informations personnelles. Il se souvint que le talent inné déterminait la limite supérieure pour les cultivateurs d'épée et les cultivateurs de corps, tandis que l'esprit fixait cette limite pour les mages et les guérisseurs. La stat la plus importante, la perception, était essentielle pour apprendre des compétences rares et puissantes, suivies par le charisme. Mais tout cela n'avait pas d'importance, car ses statistiques de base étaient toutes maximisées. Après avoir révisé ses stats, il ressentit une vague de détermination. S'il choisissait de rester mage, il deviendrait rapidement le meilleur au monde. Cependant, il savait aussi que les mages étaient très vulnérables lors des combats solo. Dans sa vie précédente, il avait choisi d'être mage pour Naomi, mais cette fois, il vivrait pour lui-même. Il choisit donc Mushan comme lieu de naissance, une région célèbre pour ses cultivateurs d'épée. Il savait que cette fois, il suivrait sa propre voie. Une lumière dorée l'enveloppa et son corps commença à se dissiper. Un instant plus tard, il se retrouva dans le village des débutants de la province de Musian. L'endroit était animé de nombreux nouveaux joueurs. Certains tenaient des panneaux demandant de l'aide, d'autres cherchaient déjà une petite amie, et beaucoup s'émerveillaient de la réaliste du monde. La foule était aussi vivante qu'il s'en souvenait. Peu après, un vieil homme apparut, et tout le monde se précipita vers lui, clairement le PNJ offrant les premières quêtes. Certains joueurs choisissaient des apparences excentriques, comme des têtes de Super Saiyan ou de tomates, d'autres optaient pour des têtes de citrouille. Il savait qu'ils allaient bientôt regretter leur choix, mais cela ne le concernait pas. Il décida de ne pas suivre la foule et s'éloigna, se dirigeant dans la direction opposée. Il n'eut pas à attendre longtemps avant que les joueurs réalisent que les PNJ ne répondaient plus à leurs demandes de quête. Une voix féminine s'éleva derrière lui, lui demandant de l'attendre. Il se tourna pour voir une femme qui se présenta sous le nom de Lady Kwa, la propriétaire de l'atelier de couture du village. Elle lui demanda s'il souhaitait prendre une quête. Les autres joueurs autour de lui la regardèrent avec des yeux écarquillés, les bouches grandes ouvertes, incrédules qu'un PNJ s'approche aussi activement d'un joueur. Certains d'entre eux le regardaient avec suspicion, pensant qu'il était un PNJ en raison de son apparence attrayante. Lady Kwa s'approcha rapidement, mentionnant que son mari était décédé il y a 5 ans et qu'elle était célibataire depuis. Elle lui proposa son aide si jamais la quête devenait trop difficile. Il se demanda si c'était l'effet de son charisme maximum, car il semblait pouvoir attirer les PNJ sans même essayer. Il aurait pu entamer une relation avec cette veuve attrayante, mais cette pensée se dissipa vite. Malgré l'enthousiasme de Lady Kwa, il déclina poliment, lui disant qu'il avait des affaires importantes à régler aujourd'hui et qu'il reviendrait un autre jour pour accepter une quête. Elle sembla légèrement déçue, mais ne força pas. Les autres joueurs, en revanche, semblaient encore plus jaloux de lui. Il avait maintenant une mission, trouver un endroit spécifique dans le village des débutants. Après un moment de recherche, il finit par repérer une forge. En s'approchant, un joueur l'informa que le forgeron ne répondait à personne, ignorant systématiquement toutes les tentatives de communication. Il répondit par un simple signe de tête, expliquant qu'il souhaitait seulement observer. À l'intérieur, plusieurs joueurs tentaient effectivement d'attirer l'attention du forgeron, un homme massif et concentré sur l'arme informe qu'il martelait sans relâche. Devant son indifférence totale, les autres finirent par se lasser et quittèrent les lieux. Le forgeron, quant à lui, marmonnait entre ses dents des phrases décousues, se plaignant que son arme refusait de prendre forme. Observant la scène en silence, il s'approcha et porta son attention sur le foyer où brûlaient des flammes trop faibles. Prenant l'initiative, il s'empara de la soufflerie et commença à raviver le feu. En quelques instants, les flammes gagnèrent en intensité, faisant grimper la température. Le forgeron, réalisant que la cause de son problème venait d'un feu insuffisamment chaud, reprit son travail sans un mot. Les deux hommes continuèrent ainsi, lui actionnant la soufflerie tandis que le forgeron martelait l'acier. Finalement, l'arme fut achevée. Le forgeron, rayonnant de satisfaction, la leva au-dessus de sa tête en s'exclamant que c'était terminé. Se tournant vers lui, il exprima sa gratitude en expliquant que son apprenti était absent et qu'il n'avait personne pour l'assister dans l'entretien du feu. Il désigna ensuite un présentoir où étaient exposées plusieurs armes. D'un ton généreux, le forgeron lui proposa d'en choisir une à emprunter pour une journée,
à condition de la rendre ensuite. Tandis que certains auraient jugé cette récompense dérisoire, il comprit immédiatement que l'enjeu était ailleurs. Après un moment d'hésitation, il opta pour une simple épée en fer. Le forgeron éclata de rire et ajouta, d'un air complice, qu'il lui réserverait une opportunité unique s'il lui rapportait 10 paires de crocs venimeux de serpents de bambou avant la fin de la journée. Acceptant la quête sans hésiter, il quitta la forge, l'épée en main. À l'extérieur, les joueurs qu'il avait vus partir les mains vides un peu plus tôt l'entourèrent, visiblement intrigués, et l'interrogèrent sur la manière dont il avait réussi à obtenir l'arme. Il pointa du doigt la forge et expliqua aux joueurs que le forgeron brisait le cœur de ses armes, mais qu'en lui chantant une chanson d'amour, on pouvait obtenir une arme. Beaucoup crurent à sa blague et se précipitèrent à l'intérieur, commençant à chanter des chansons d'amour au forgeron. Il secoua la tête en riant et poursuivit sa journée, tandis que le forgeron tremblait en marmonnant « Foutez le camp d'ici ». Mais la plupart des joueurs pensaient que cela faisait partie du scénario du jeu. Le forgeron, excédé, balança son marteau et expulsa tout le monde du magasin. Pendant ce temps, lui, il avait déjà atteint la forêt de bambou. À première vue, on pouvait apercevoir des serpents verts enroulés autour des branches de bambou. L'un d'eux se jeta rapidement sur lui, mais il le trancha d'un coup de combo, traitant facilement ce premier serpent et récoltant 3 points d'expérience. Il continua à abattre plusieurs autres serpents, ramassant divers objets en cours de route. Étonnamment, d'après son expérience, le taux de chute des équipements dans le jeu était habituellement faible, mais ces serpents de bas niveau laissaient tomber pas mal de matériel. Peut-être cela était-il dû à son attribut chance maximum. Peu importe, il poursuivit sa quête. Après avoir tué tous les serpents qu'il pouvait voir, il tomba sur une stèle qui indiquait « Méfiez-vous de la forêt des serpents ». Il s'essuya le front, vérifia son butin et se rendit compte qu'il avait non seulement les 10 paires de crocs venimeux, mais aussi plus de 100 flèches empoisonnées, des équipements et des pièces de cuivre. Ravi, il retourna au village des débutants pour remettre sa quête. Il donna les 10 paires de crocs au forgeron qui les examina et acquiesça avec satisfaction. « Merci », dit-il avant de lui tendre une lettre. « Voici l'opportunité que je t'avais promise. » Tenant la lettre portant le mot épée dessus, il comprit que c'était sa chance d'entrer dans la secte des épéistes. Il demanda au forgeron si quelqu'un d'autre avait reçu cette quête. Celui-ci répondit que, pour l'instant, il était le seul à l'avoir obtenue. Il se rendit compte qu'il était en avance sur les autres, tandis qu'ils exploraient encore le village. Avant de se rendre à la secte des épéistes, il avait encore une dernière chose à faire. Il se rendit alors au marché animé du village des débutants et commença à vendre certains de ses équipements. « Venez voir. Vente à perte. Vous voulez devenir plus fort? Besoin d'équipement. L'arc serpent bleu, premier du serveur, est aux enchères. Le plus offrant remporte l'objet. » L'enchère atteignit rapidement les 18 800. Soudain, une voix de femme s'éleva, criant « 50 000 ». Tout le monde tourna la tête pour voir un groupe de joueuses approcher, ignorant les autres. Une femme s'avança vers lui et lui proposa de payer en espèces ou par virement bancaire. Il sourit, pensant que le prix était raisonnable et allait accepter, mais quelqu'un d'autre proposa alors 60 000. Un homme s'avança, se présentant comme Wang Jinga, le leader de la guilde Millennium. Le joueur remarqua que le protagoniste avait déjà obtenu des équipements précieux à un stade précoce du jeu. Impressionné, il envisagea de le recruter, convaincu qu'il s'agissait sans aucun doute d'un joueur particulièrement talentueux. D'autres participants identifièrent également la guilde Millennium, réputée pour son influence et sa puissance dans le jeu. Le protagoniste le salua poliment, tout en se remémorant qu'au cours de sa vie précédente, lorsqu'il avait atteint le top 10 du classement mondial, cette même guilde avait tenté de le recruter. À l'époque, il avait refusé, provoquant une rancune durable chez Wang Jinga, l'un des membres influents de la guilde. Intrigué par la décision du protagoniste de vendre une arme aussi précieuse, Wang Jinga lui demanda les raisons de cette démarche. Ce dernier répondit qu'il cherchait à financer son mariage. Convaincu par cette explication, Wang Jinga le félicita chaleureusement et proposa même de couvrir tous les frais de l'événement. Le protagoniste le remercia poliment, bien qu'il regrettât intérieurement de ne pas avoir trouvé une excuse plus crédible. Alors que Wang Jinga s'apprêtait à conclure l'achat, une femme dans la foule augmenta son offre à 70 000. La concurrence s'intensifia rapidement, et les enchères atteignirent bientôt 300 000. Le protagoniste se demanda à quelle guilde appartenait cette mystérieuse femme, car elle ne semblait nullement impressionnée par Wang Jinga. Il se dit qu'il pourrait peut-être exploiter cette situation pour exercer une pression supplémentaire sur son interlocuteur. Lorsque la femme porta soudain son offre à 500 000, Wang Jinga, visiblement sous pression, tenta de réaffirmer son autorité d'un ton menaçant. La foule, stupéfaite, commenta que dépenser une telle somme pour un équipement de bas niveau relevait de la folie. Certains commencèrent à spéculer sur les origines de la femme, supposant qu'elle appartenait à une famille puissante. Cette dernière, imperturbable,
rappela avec calme que l'enchère devait revenir au plus offrant et demanda à Wang Jingga s'il pensait pouvoir monopoliser tout ce qu'il désirait. Son visage se crispa, trahissant son humiliation, et il choisit finalement de se retirer, ne souhaitant pas dépenser une telle somme pour un objet issu d'un joueur novice. Alors qu'il s'apprêtait à quitter les lieux, le protagoniste l'interpella et lui demanda d'attendre. Wang Jingga, manifestant une certaine impatience, voulut savoir ce qu'il désirait. Avec sincérité, le protagoniste reconnut la renommée de la Guilde Millennium et proposa un marché. S'il était prêt à payer les 500 000 immédiatement, il lui vendrait l'arme et demanderait en retour son soutien dans le futur. Flatté, Wang Jingga accepta sans hésiter, son visage s'illuminant. Il éclata de rire et promit de l'aider en cas de besoin, avant de se préparer à effectuer le transfert d'argent. Après avoir reçu l'argent, le protagoniste remit l'arc à Wang Jingga. Cependant, il songea intérieurement qu'il serait plus facile de profiter de cette relation plus tard en ayant laissé une bonne impression dès maintenant. Wang Jingga, visiblement de bien meilleure humeur, s'éloigna en riant chaleureusement, ne manquant pas de lancer une remarque sarcastique à la jeune femme. Il lui conseilla de ne pas s'opposer à la Guilde Millennium à l'avenir. Le protagoniste les regarda partir et sourit discrètement, se disant qu'il était absurde de payer 500 000 pour un tel objet. Il savait que les flèches empoisonnées, bien que puissantes, étaient limitées et deviendraient inutiles après quelques utilisations. Soudain, la jeune femme se retourna, visiblement furieuse, et le fixa avec intensité. Elle l'accusa d'avoir rompu sa promesse, rappelant qu'il avait assuré que l'objet reviendrait au plus offrant. Elle exprima son mécontentement avec véhémence avant de partir, visiblement en colère. Le protagoniste, un instant pensif, décida qu'il devait trouver un moyen de regagner sa confiance. Plus tard, dans la forêt de bord, située à l'extérieur du village des débutants, la jeune femme et son groupe se préparaient à monter en niveau. Elles décidèrent de se séparer pour chasser plus efficacement, chacune ayant pour mission d'éliminer 2 sangliers. Tandis que ses alliés s'éloignaient dans différentes directions, le protagoniste fit soudainement son apparition devant elle. Surprise, elle lui demanda sèchement ce qu'il faisait là, son irritation encore palpable. Ignorant son humeur, il insista pour lui parler. La jeune femme, après avoir pris une profonde inspiration, finit par se calmer et l'écouta. Ce qu'il ignorait, c'était qu'elle supposait qu'il avait été manipulé par Wang Jingga et la Guilde Millennium. Avec cette idée en tête, elle rengaina son épée, peu motivée à lui accorder une seconde chance. Saisissant cette opportunité, il leva 5 doigts et lui annonça qu'avec 500 000 pièces d'or, elle pourrait obtenir une information de grande valeur, un secret qui donnerait un net avantage à sa guilde sur ses rivaux. Intriguée mais méfiante, la jeune femme lui demanda pourquoi il n'avait pas vendu cette précieuse information à Wang Jingga, en rappelant qu'il avait demandé son soutien. D'un geste nonchalant, le protagoniste balaya la question. Il expliqua que Wang Jingga ne méritait pas un tel privilège et qu'il faisait simplement semblant de s'entendre avec lui pour éviter les ennuis. Il se décrivit comme quelqu'un contraint de supporter les absurdités de Wang Jingga, mais qui voyait dans cette jeune femme une potentielle alliée. Cette dernière le scruta avec scepticisme, trouvant son changement d'attitude étonnamment brusque. Malgré tout, elle semblait peser ses options, consciente qu'une telle alliance pourrait être mutuellement bénéfique. Le protagoniste envoya ses coordonnées bancaires à la jeune femme, lui assurant que l'échange serait équitable et qu'il ne chercherait pas à la tromper. Elle sembla hésiter un instant avant de finalement effectuer le transfert. Tandis qu'il observait la transaction se finaliser, il songea avec satisfaction qu'il venait de gagner 1 million facilement, bien qu'il savait que cet argent perdrait sa valeur plus tard. Toutefois, il en avait besoin immédiatement pour améliorer sa situation actuelle. Une fois le transfert terminé, il lui expliqua qu'elle devrait retourner au village pour accomplir une quête donnée par le forgeron. Sa réaction initiale fut la surprise, mais elle passa rapidement à la colère, criant qu'il était impossible d'obtenir une quête de ce type. Ce qu'il ignorait, c'était qu'elle commençait à soupçonner qu'il avait été envoyé par Wang Jingga dans le but de l'escroquer. Il lui détailla alors que pour activer la quête, elle devait aider le forgeron à pomper les soufflets pendant 5 minutes après qu'il ait commencé à travailler. Bien qu'elle restât sceptique, elle ne fit aucun commentaire. Pour dissiper ses doutes, il lui suggéra de demander à l'une de ses subordonnées de tester la méthode discrètement, tout en insistant sur la nécessité de garder l'information secrète pour préserver sa valeur. Ensuite, il sortit une lettre portant le sceau d'une secte, que la jeune femme reconnut immédiatement. En précisant que la lettre était une récompense de quête, il conclut ses explications, laissant le choix de la suite des événements entre ses mains. Alors qu'il s'apprêtait à partir, elle l'interpella, toujours perplexe quant à ses motivations pour lui vendre une information aussi précieuse. Il répondit avec un sourire énigmatique qu'il ne savait pas vraiment, ajoutant sur un ton léger que cela pourrait être parce qu'il la trouvait mignonne. La jeune femme resta un instant sans voix, avant de rougir légèrement, son expression devenant plus douce. Leur échange fut soudain interrompu par une agitation derrière elle. Des cris de détresse résonnèrent. Un énorme sanglier venait de surgir de la forêt. Les membres du groupe paniquèrent,
se demandant si la créature était un boss, et commencèrent à fuir. Le protagoniste, au lieu de s'enfuir, se plaça devant elle avec un sourire. Il déclara que le groupe avait de la chance, car il s'agissait du plus grand boss du village des débutants. L'une des filles, étonnée, lui demanda s'il comptait vraiment affronter le roi sanglier seul. Il répondit avec un sourire confiant et demanda à emprunter une épée. Bien qu'hésitante, elle finit par lui lancer son arme, toujours sceptique quant à ses capacités. Il la remercia brièvement, dégaina l'épée longue et ignora les murmures moqueurs derrière lui. Certains membres du groupe exprimaient ouvertement leurs doutes, estimant qu'il courait à sa perte ou qu'il cherchait simplement à impressionner Ling en jouant au héros. Gêné et agacé, Ling leur demanda de se taire, mais leurs rires redoublèrent. À cet instant, le protagoniste esquiva agilement la charge du roi sanglier, frappant successivement son ventre et sa tête. Cependant, à sa grande surprise, ses attaques n'infligèrent aucun dégât à la créature. Il comprit rapidement qu'il devait repenser sa stratégie. Le protagoniste se dirigea derrière le roi sanglier, mais au lieu de l'attaquer, il s'élança dans la direction opposée. De loin, les filles observèrent la scène et éclatèrent de rire en voyant sa fuite, qualifiant sa course de mignonne. Ling, de son côté, soupira et se reprocha intérieurement la situation. Elle estima que c'était de sa faute si cela était arrivé, mais tenta de se rassurer en se disant que mourir quelquefois n'aurait pas de grandes conséquences pour un débutant. Pour elle, ce serait simplement une leçon qu'il retiendrait. Le protagoniste atteignit un grand rocher à proximité. Une fois au bord, il exécuta une figure acrobatique impressionnante, un saut périlleux arrière à 360 degrés, passant par-dessus le roi sanglier. Ce dernier, moins agile, se heurta violemment au rocher, brisant l'une de ses défenses dans l'impact. Une pénalité de -50 s'afficha au-dessus de sa tête, tandis que des rochers tombants infligeaient des dégâts supplémentaires. Les filles, stupéfaites, n'auraient jamais imaginé qu'une telle tactique puisse fonctionner. Profitant de l'étourdissement du roi sanglier, le protagoniste s'élança pour lui asséner un coup d'épée sur le front. Il continua de frapper sans relâche, chaque attaque infligeant de faibles dégâts, mais tous étaient des coups critiques. En quelques instants, le roi sanglier perdit la moitié de ses points de vie. Lorsque la créature reprit ses esprits, elle laissa échapper un rugissement furieux et chargea de nouveau. Le protagoniste esquiva habilement tout en poursuivant ses attaques. La douleur rendit le roi sanglier encore plus frénétique, le poussant à charger dans toutes les directions de manière désordonnée. Utilisant sa tactique initiale, le protagoniste guida la bête vers les rochers, où elle finit par s'écraser une fois encore. Tirant avantage de la situation, il bondit sur la tête de la créature et planta son épée en plein milieu de son crâne, l'achevant d'un coup fatal. Alors que le roi sanglier s'effondrait, une lueur flamboyante pénétra dans le corps du protagoniste, lui octroyant 70 points d'expérience. À cet instant, il atteignit une percée dans sa progression, entrant dans la phase initiale du raffinage du chi. Son talent spécial s'activa, doublant instantanément toutes ses statistiques. Une vague de chaleur le parcourut, dissipant toute trace de fatigue. Cette percée signifiait qu'il entamait officiellement le chemin de la cultivation, devenant un cultivateur à part entière. En outre, son talent lui offrit une nouvelle capacité aléatoire appelée graine d'énergie sanguine. Cette compétence augmentait sa vitalité de 10% et pouvait être améliorée à 3 reprises, ce qui représentait un avantage non négligeable. Avec cette amélioration et ses statistiques doublées, sa santé atteignait désormais 2000 points, là où les autres débutants n'en avaient que 1000. Une fenêtre système apparut soudain, l'invitant à choisir s'il souhaitait cacher son nom dans l'annonce mondiale déclenchée par la mort du premier boss du village des débutants dans les 8 airs. Il décida de ne pas dissimuler son identité, n'y voyant aucune raison. Quelques instants plus tard, une annonce officielle retentit dans tout le jeu, attirant l'attention de l'ensemble des joueurs. Beaucoup furent stupéfaits par l'exploit, se demandant comment un joueur avait pu vaincre un boss aussi rapidement. Certains spéculaient qu'il devait s'agir d'un membre d'une grande guilde. De leur côté, les filles entendirent l'annonce et apprirent son nom. Tandis que l'exploit suscitait des discussions animées parmi les joueurs, le protagoniste se concentra sur l'examen du butin laissé par le roi sanglier. Grâce à son talent qui maximisait sa chance, il récolta une grande quantité de pièces d'or, 2 armes, ainsi qu'un livre de techniques de mouvement. Malgré sa satisfaction face à ses récompenses, il restait conscient de la contrepartie de son talent. Avoir accompli une percée signifiait qu'une épreuve l'attendait bientôt. Le système l'informa que l'épreuve commencerait dans 30 minutes. Pris d'une légère inquiétude, il rassembla précipitamment son butin sous un ciel qui s'assombrissait rapidement, des nuages menaçants se formant au-dessus de lui. Il réalisa avec une certaine appréhension qu'un échec à l'épreuve entraînerait une réduction permanente de ses statistiques. Conscient du danger, il décida de se rendre à la secte de l'épée, espérant y trouver de l'aide. En chemin, Ling l'arrêta brusquement pour lui proposer de l'ajouter en ami, ajoutant qu'elle achèterait tout son futur équipement. Pressé par le temps, il accepta rapidement sa demande avant de repartir.
Elle sembla agacée par sa précipitation, se demandant si elle lui inspirait plus de crainte que le roi sanglier. Ignorant son mécontentement, il atteignit rapidement la secte, où les nuages sombres s'intensifièrent, parcourus d'éclairs. Réalisant qu'il ne pouvait affronter l'épreuve seul, il se posta à l'entrée et appela à l'aide en proclamant qu'il cherchait un maître. De nombreux PNJ, probablement des disciples de la secte, se rassemblèrent à proximité. Le ciel continua de s'obscurcir, et une lumière éclatante illumina soudainement l'endroit. Une femme apparut dans les airs, observant le phénomène avec gravité. Tandis que tous s'inclinaient devant elle, elle identifia l'épreuve comme une tentative de percée d'un disciple direct des anciens, ce qui provoqua un échange de regards incertains parmi ces derniers. Au même moment, il s'élança vers elle, brandissant une lettre de la secte pour attirer son attention. Un éclair tomba près de lui, mais la femme, d'un geste élégant, le protégea avec une lueur brillante qui forma un bouclier et neutralisa la foudre. Une fois le danger passé, les nuages disparurent, laissant place à un ciel dégagé. Les anciens, stupéfaits, observèrent le jeune homme avec un mélange de surprise et d'admiration. Ils conclurent qu'il devait être un prodige, car jamais un disciple au début de la phase de raffinage du chi n'avait attiré une telle épreuve. Enthousiasmés, ils se disputèrent immédiatement l'honneur de devenir son maître. Alors que la tension montait, la femme qui l'avait protégé intervint, affirmant qu'il deviendrait son unique disciple et qu'elle assurerait personnellement sa formation. La déclaration provoqua un silence stupéfait, car il était de notoriété publique que cette figure dirigeante n'acceptait jamais de disciples. Elle demanda au jeune homme s'il acceptait cette opportunité exceptionnelle. Sans hésiter, il s'inclina profondément, ému et reconnaissant. Elle le conduisit ensuite à la salle intérieure de la secte, où elle lui donna des instructions pour s'y entraîner. Avant de partir, elle lui assigna un autre disciple pour lui remettre un paquet de débutants et lui montrer ses quartiers. Toutefois, après avoir longuement attendu sans voir arriver la personne en question, il décida d'explorer les lieux par lui-même, espérant peut-être découvrir une quête cachée. Au détour de son exploration, il entra dans un palais au design particulier. À peine avait-il franchi la porte qu'une voix féminine résonna, exigeant de savoir qui était là. Avant qu'il ne puisse s'expliquer, une silhouette féminine se tourna vers lui et lui asséna un coup puissant, réduisant sa santé à 10%. Elle le gronda sévèrement pour être entré sans permission. Paniqué, il tenta de s'excuser, expliquant que le disciple assigné ne s'était pas présenté et qu'il s'était égaré en explorant les lieux. Après un soupir de frustration, elle décida de ne pas le punir davantage et lui tendit une pilule, tout en le mettant en garde de ne plus jamais pénétrer dans cet endroit sans autorisation. En examinant la pilule, il comprit qu'il s'agissait d'un objet précieux capable d'augmenter temporairement ses statistiques de combat et de restaurer ses points de vie hors combat. Préférant la garder pour une occasion critique, il quitta le palais et retourna à son point de départ. Peu après, il entendit des pas approcher. Une jeune fille en robe bleue, le disciple assigné par sa mentor, se présenta enfin devant lui. Elle l'interpella en le sommant de lui rendre hommage en tant que sœur aînée, ce que je fis en m'inclinant respectueusement et en la saluant. Elle sembla agréablement surprise par mon attitude coopérative, et une notification du système indiqua que le rapport avec Nangongu avait augmenté de 10 points. Je la complimentai ensuite en affirmant qu'elle n'était pas seulement aussi belle qu'une fleur, mais qu'elle possédait également une grande maîtrise de la cultivation, ce qui me remplissait d'admiration. Ces paroles la rendirent visiblement plus heureuse, mais elle détourna soudainement la tête, rougissant et tentant de cacher son visage, tout en me traitant de flatteur. Avec un sourire, j'ajoutai qu'il existait un dicton selon lequel progresser en cultivation nécessitait non seulement une pratique assidue, mais aussi la maîtrise de l'art de la flatterie. Ces paroles la firent éclater de rire, et le système me notifia une augmentation supplémentaire de 5 points dans notre rapport. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si facile d'approche. Il me vint à l'esprit que le niveau de relation entre les joueurs et les PNJ pouvait débloquer différentes quêtes et opportunités en fonction du degré de rapport atteint. Généralement, un niveau de rapport de 61 ou plus permettait un contact physique avec un PNJ du sexe opposé, tandis qu'un niveau de 71 ou plus pouvait potentiellement mener à une relation plus intime, bien que cela fût très difficile à réaliser et que de nombreux joueurs dévoués aient échoué dans cette entreprise. Soudain, je me mis à cracher du sang de manière incontrôlable. Alarmée, la jeune fille me demanda immédiatement quand j'avais subi des blessures si graves. Me rappelant de la récente incident, je pensais que cette situation pouvait être une occasion de gagner un peu de sympathie et peut-être des avantages. En essuyant le sang de ma bouche, je lui expliquai sincèrement ce qui s'était passé. En apprenant que son retard avait conduit à ma mésaventure et que j'avais été blessé par le chef de la secte, elle sembla au bord des larmes. Elle admit qu'elle avait reçu des instructions spécifiques du chef, mais qu'elle s'était laissée distraire par la lecture d'un roman. Rapidement, elle sortit une bouteille de pilule, me la tendit en s'excusant avec insistance et en se reprochant son comportement. Je secouai la tête, prenant sur moi la responsabilité de m'être aventuré sans permission. Avant que je ne puisse terminer ma phrase, elle me regarda avec admiration,
surprise que je prenne sa défense malgré les blessures que j'avais subies à cause de son retard. Cette réaction fit augmenter son rapport envers moi de 5 points supplémentaires. Après avoir échangé quelques mots, elle me tendit un pendentif vert avec générosité. En l'examinant de plus près, je constatai qu'il s'agissait d'un équipement de niveau spirituel offrant plus 10 en défense, plus 5 en vitalité et une régénération de 1% de mana par seconde hors combat. De plus, il possédait une compétence spéciale permettant de former un bouclier de mana de 0,5 secondes en combat. Ce pendentif de jade, de par ses caractéristiques, figurait parmi les meilleurs équipements de niveau spirituel. Avec un sourire, elle expliqua fièrement qu'en tant que sœur aînée, elle possédait de nombreuses choses précieuses. Elle se prépara ensuite à m'accompagner jusqu'à mes quartiers. Je peinais à croire à la rapidité avec laquelle j'avais acquis autant de trésors. Mais je me rappelais également que ce monde, bien qu'étant une réalité virtuelle, nécessitait de traiter les PNJ comme s'ils possédaient de véritables émotions et sentiments. Ce secret, pour l'instant, restait connu de moi seul. Nous arrivâmes bientôt à un cercle de rassemblement spirituel, un endroit idéal pour la méditation et la cultivation. Ce lieu permettait à l'énergie spirituelle de se transformer en expérience. En sentant l'énergie spirituelle environnante, elle mentionna avec une pointe d'envie que même la demeure de son père ne disposait que d'un cercle de niveau mystique. Surpris, je réalisai qu'un cercle de si haut niveau était présent dans mes quartiers, ce qui était inhabituel. Habituellement, les joueurs méditaient ici hors ligne ou restaient inactifs pour gagner de l'expérience. Mais cette méthode était lente. Était-il possible que mon mentor ait arrangé cela spécifiquement pour moi? Nous discutâmes encore quelques minutes, jusqu'à ce qu'elle me tapote l'épaule avant de prendre congé. Avant qu'elle ne parte, je la remerciai avec reconnaissance. Après l'avoir remerciée, je m'installai dans le cercle de rassemblement spirituel pour commencer ma méditation. Assis dans cet endroit imprégné d'énergie, je pouvais sentir l'énergie spirituelle affluer dans mon corps à un rythme impressionnant de 52 points par heure, grâce à ma perception maximisée. Cette vitesse de cultivation était des dizaines de fois supérieure à celle d'un cultivateur ordinaire au stade initial du raffinement du chi. Il semblait possible de progresser en seulement quelques heures. Décidant de me reposer avant de rencontrer mon mentor le lendemain, je me déconnectai du jeu. De retour dans le monde réel, je consultai mon téléphone et découvris que mon solde bancaire dépassait désormais 1 million. Je n'en étais qu'au début de mon ascension. Peu après, j'appelai Renlan et elle arriva rapidement en moto, suivant l'adresse que je lui avais envoyée. En retirant son casque, je remarquai que ses entraînements quotidiens portaient leurs fruits. Sa silhouette était impressionnante. Tandis qu'elle montait les escaliers, je l'attendais déjà à la porte. Elle s'interrogea sur la raison de mon appel si tôt, expliquant qu'elle avait prévu de faire un jogging matinal sur la piste. En réalité, je voulais simplement lui montrer mon nouvel appartement. En entrant, elle examina les lieux et les complimenta sans relâche. Je lui expliquai que l'appartement devait être de qualité, surtout avec un loyer de 6 000 par mois. En entendant cela, elle plaisanta, disant que je savais vraiment profiter de la vie et demandant si les frais d'adhésion qu'elle payait étaient gaspillés de cette façon. Je rétorquai en plaisantant qu'il valait mieux dépenser rapidement son argent pour qu'elle arrête d'y penser. À ces mots, elle sauta par-dessus le canapé d'un mouvement rapide et attrapa mon col, s'installant sur moi comme si elle était prête à me transformer en sac de frappe. Surpris, je tentai rapidement de m'expliquer, mais elle ne s'arrêta pas, et je dus continuer à me débattre. Dans ce chaos, à cause des frottements involontaires mais constants, eh bien, disons que mon champignon commencaire a grandi. Elle sembla remarquer quelque chose, son poing levé s'arrêtant en plein mouvement. Son visage vira soudain au rouge, et elle bondit rapidement en arrière. Nous baissâmes tous deux les yeux, créant une atmosphère légèrement embarrassante. Elle cria à Lynn, en levant de nouveau son poing, lui reprochant de profiter d'elle. Quelques instants plus tard, quelqu'un frappa à la porte. Il semblait que les potes de jeu que j'avais commandés venaient d'arriver. En demandant au livreur d'attendre un moment, je me frottais les joues encore douloureuses et informai Renlan que j'avais gagné de l'argent dans le jeu, suffisamment pour acheter également un pote de jeu pour elle. Je lui demandai alors de se relever. Les livreurs apportèrent les 2 potes dans ma chambre. Renlan, connaissant leur valeur, comprit que cela compensait l'argent qu'elle m'avait donné auparavant. Je savais que son dortoir universitaire ne disposerait pas de l'espace nécessaire pour un tel équipement et que, si je le laissais chez elle, son père, furieux, risquerait de le détruire. J'avais donc prévu de l'installer ici et même préparé une pièce spécialement pour elle. Son irritation disparut rapidement, remplacée par de l'enthousiasme. Ce modèle dernier cri de pote de jeu la réjouit, au point qu'elle prit des photos pour les partager sur Instagram. Je secouai la tête en pensant que l'argent réglait décidément 99% des problèmes. De retour dans le jeu, le crépuscule était déjà tombé. Mon mentor arriva au cercle de rassemblement spirituel et loua mon talent, affirmant qu'il était le meilleur qu'elle ait jamais vu. En seulement quelques heures, j'étais sur le point de franchir une nouvelle étape. Je joignis les mains, feignant d'être perplexe face au blocage soudain de ma cultivation.
Connaissant les mécanismes du jeu, je savais qu'il fallait des élixirs spéciaux pour franchir chaque étape mineure et je voulais voir si mon mentor en possédait. Son expression s'adoucit enfin, peut-être parce que j'avais accidentellement pénétré dans le palais la veille et failli la voir nue. Peu après, elle sortit une pilule violette, expliquant qu'il s'agissait d'une pilule de rassemblement de chi, utilisée comme une offrande et capable de m'aider à progresser. Je la remerciai, sachant que de telles pilules n'étaient disponibles que dans les meilleures sectes. Cependant, au moment où je pensais qu'elle allait me la donner, elle l'écrasa sous mes yeux. Elle expliqua que, bien que mon talent soit exceptionnel, elle craignait que je ne devienne une personne qui ne saurait que cultiver sans acquérir de véritables forces. Selon elle, un véritable maître devait non seulement posséder cultivation et puissance, mais aussi une expérience forgée dans des batailles. Soudain, je compris quelque chose. Me souvenant de ma vie passée, je savais que la cultivation pouvait être accélérée grâce à des pilules et des trésors rares, et que les attributs pouvaient être améliorés avec des équipements. Cependant, les compétences martiales, elles, n'avaient pas de raccourci. Acquiesçant, je déclarai qu'une plante cultivée dans une serre ne pouvait gravir le chemin de l'immortalité. Seul un arbre qui grandit sous les orages pouvait atteindre la vie éternelle. En entendant cela, mon mentor sembla réfléchir profondément. Elle sembla assez satisfaite par ma réponse, puis une fenêtre s'afficha indiquant que le rapport avec Véronica avait augmenté de 5 points. Je ne m'attendais pas à ce que partager mes réflexions me permette de gagner la confiance de la chef de secte, bien que ce ne soit qu'un modeste début. Qui sait ce que l'avenir pourrait réserver? Peut-être quelque chose d'intéressant. Non, je ne pouvais pas laisser mon esprit vagabonder ainsi. J'étais destiné à devenir le plus grand cultivateur d'épées au monde. Je ne pouvais pas me laisser distraire par des attachements romantiques. Les femmes ne feraient que ralentir ma vitesse de progression. Elle sortit alors une autre pilule et m'instruisit de choisir une mission difficile de niveau raffinement du chi dans le hall extérieur. Si je la réussissais, je recevrais cette pilule de rassemblement spirituel. Avant mon départ, elle me donna également un parchemin contenant la technique de cultivation fondamentale de la secte, le Sutra du Tianyang-Hat. Il s'agissait d'une technique essentielle que tous les disciples de la secte de l'épée Tannant devaient apprendre. Plus on maîtrisait cette technique, plus ses bénéfices étaient importants. C'était l'un des privilèges d'être le disciple de la chef de secte. Alors que les autres disciples devaient accomplir de nombreuses tâches pour y accéder, je n'avais pas cette contrainte. Je me dirigeai rapidement vers le hall extérieur, où quelques joueurs étaient déjà présents. Cela ne me surprit pas, car certains joueurs assidus avaient probablement découvert la quête cachée du forgeron. Cependant, j'étais déjà devenu le disciple de la chef de secte et avais rejoint le hall intérieur. Une voix féminine l'interpella soudainement en l'appelant « beau gosse ». Il comprit immédiatement qu'elle s'adressait à lui. C'était Ling, et il ne s'attendait pas à ce qu'elle rejoigne également la secte de l'épée. Cette nouvelle le réjouit, car avoir une amie dans la secte pourrait s'avérer utile par la suite. Il lui demanda, surpris, si c'était une coïncidence qu'elle ait également rejoint la secte de l'épée. Elle lui expliqua qu'elle préférait utiliser les épées, ce qui avait naturellement guidé son choix vers cette secte. Ils discutèrent un moment, mais il finit par s'excuser, lui disant qu'il avait une tâche à accomplir. Ling aurait voulu continuer la conversation, mais il partit rapidement. La fille à ses côtés se mit à rire et taquina Ling en disant qu'elle n'arrivait pas à séduire le jeune homme avec sa beauté, et que gagner son cœur semblait être un véritable défi. Ling rougit et se mit à se défendre, mais à ce moment-là, il était déjà arrivé devant le tableau des quêtes. La file d'attente pour accéder aux missions était longue, alors il profita de l'occasion pour commencer à lire le Sutra du Tianyang-Hat. Lorsque vint enfin mon tour, j'informai le superviseur que je souhaitais entreprendre une quête. Elle me conseilla de choisir une mission adaptée à mes capacités. Je jetai un coup d'œil aux différentes quêtes disponibles, classées par niveau de difficulté. Les tâches les plus simples, situées en bas, consistaient principalement à récolter des herbes communes et n'offraient que quelques points d'expérience. Je considérais cela comme une perte de temps. Les quêtes de difficulté intermédiaire impliquaient de chasser des monstres de bas niveau, mais elles ne semblaient pas non plus assez stimulantes. Tout en haut du tableau, un panneau doré attira mon attention. Je reconnus immédiatement qu'il s'agissait d'une quête de niveau enfer. Sans hésiter, je choisis cette mission. Je savais que les quêtes de niveau enfer étaient toujours spéciales et accompagnées de récompenses généreuses. Ayant déjà appris le Sutra du Tianyang-Hat, mes attributs de combat avaient augmenté de 5%. De plus, je connaissais l'emplacement prévu pour cette mission, ce qui me donna confiance pour tenter ma chance. La quête consistait à récupérer une technique secrète perdue appartenant à la secte. Un disciple du niveau raffinement du chi, appartenant à la secte de l'épée, avait été tué, et la technique secrète qu'il portait avait été volée. Ma mission était de le venger et de récupérer la technique perdue. Le superviseur me murmura que cette quête était très difficile et me demanda si je ne préférais pas en choisir une autre. Elle m'avertit que le coupable pourrait être au stade avancé du raffinement du chi, bien plus puissant que moi.
Elle ajouta également que si je ne parvenais pas à accomplir cette mission, je ne pourrais pas en accepter de nouvelles. Je lui adressai un sourire, mais décidai malgré tout de poursuivre cette tâche. Les autres joueurs présents, témoins de mon choix, commencèrent à se moquer de moi, soulignant non seulement la force supposée de l'ennemi, mais aussi le fait que la quête fournissait très peu d'indices. Ignorant leurs remarques, j'acceptai officiellement la mission et me dirigeai vers la porte à la tombée de la nuit. Je suis arrivé à Chufeng, la ville où se déroulait ma mission. Devant moi se trouvait une auberge, lieu clé pour ma quête. En me voyant arriver en volant, les habitants comprirent immédiatement que j'appartenais à une grande secte. Peu après, un groupe de femmes vint m'accueillir. Lorsque je pénétrai dans la taverne, je fus surpris de la trouver bondée. Des musiciens jouaient de la flûte et d'autres instruments, tandis que les clients levaient leurs coupes et servaient du vin. Au centre de la pièce, un homme captivait la foule en partageant les dernières nouvelles et quelques anecdotes amusantes. Parmi les informations qu'il mentionna, il évoqua une percée majeure réalisée par le chef du temple taoïste Shanwu, ainsi qu'une alliance matrimoniale entre deux autres sectes. Je n'étais pas étonné par l'étendue de ses connaissances, car je savais que cet homme était un courtier en informations réputé dans le jeu. Aucun événement ne lui échappait, et il venait ici quotidiennement pour gagner quelques pièces en échange de ses nouvelles. Je commandai une tasse de thé chaud et écoutai attentivement, sachant que je pourrais ainsi recueillir des indices pour ma quête. Au bout d'un moment, l'homme sur scène tapa sur son bureau pour attirer l'attention, puis parla d'un disciple de la secte de l'épée Tianyang nommé Zhonga, tué lors d'un voyage d'entraînement. Il accusa le meurtrier, Wu Hao, un cultivateur renégat du stade avancé du raffinement du Qi, connu pour sa nature impitoyable et ses liens avec la voie démoniaque. Après avoir terminé sa prestation, l'homme quitta la taverne. Je le suivis dehors et l'interpellai, déterminé à acheter des informations auprès de lui. Contrairement à de nombreux joueurs novices qui erraient sans but, je savais que payer pour des renseignements était la méthode la plus rapide pour obtenir des indices précis. L'homme se retourna avec un sourire et m'assura qu'à condition de fixer le bon prix, il partagerait tout ce qu'il savait. Sans hésiter, je lui lançai un sac de pierres spirituelles et lui demandai où se trouvait Wao. Il révéla que ce dernier, connu pour ses penchants lubriques, fréquentait souvent le quartier des plaisirs de Chufeng. Je hochai la tête et m'apprêtai à partir lorsqu'il leva 5 doigts, précisant qu'il détenait une information cruciale supplémentaire, qu'il accepterait de me vendre pour 5 pierres spirituelles. Une fois encore, je n'hésitai pas et lui tendis un autre sac de pierres. Voyant qu'il avait une apparence avenante, l'homme lui indiqua que, bien que Zhuao ne soit qu'un simple cultivateur renégat au stade avancé du raffinement du Qi, son frère, Wu Shen, était un cultivateur du stade de l'établissement des fondations. Il lui conseilla d'être extrêmement prudent. Il le remercia avant de partir pour sa prochaine destination, le pavillon de la Lune d'automne, le quartier des plaisirs le plus notoire de la ville. À l'intérieur, des gens étaient enlacés, riant et discutant. Il entendit même quelqu'un dire qu'il fallait finir ce verre avant d'aller dans la chambre. À ce moment-là, un homme tituba hors du bâtiment, tandis que des femmes lui faisaient leurs adieux, l'appelant Maître Zhu et l'invitant à revenir les voir. Il se retourna, les joues rouges et manifestement ivre, riant et promettant qu'il reviendrait les visiter une à une. Il se cacha derrière un pilier, attendant qu'il soit seul, puis commença à le suivre discrètement. Ils sortirent de Chufeng et entrèrent dans la forêt environnante. Il faisait déjà nuit, et l'homme avançait en titubant. Cependant, il finit par entendre des pas et se retourna, méfiant, en criant « Qui est là ?» Il sortit de l'ombre et répondit simplement qu'il était quelqu'un qui voulait sa vie. Surpris, l'homme reprit légèrement ses esprits et invoqua une arme. En voyant qu'il était seulement au stade initial du raffinement du Qi, il ne le prit pas au sérieux, jusqu'à ce qu'il remarque son uniforme et comprenne qu'il appartenait à la secte de l'épée Tianyang, probablement venu pour se venger. Sans attendre, il lança la première attaque, chargeant directement sur lui. Il esquiva son assaut avec agilité, ce qui le surprit, mais il utilisa immédiatement son élan pour faire pivoter son arme avec force dans un mouvement à 360 degrés. Il dégaina son épée et riposta. Le bruit métallique des armes qui s'entrechoquaient résonna dans la forêt, et l'homme fut repoussé, visiblement choqué par la puissance de l'attaque. Voyant son air déconfit suite à mon attaque, je lui expliquai que ce n'était pas parce que j'étais trop fort que j'avais réussi à bloquer son attaque, mais c'était parce qu'il était trop faible. Ce qu'il ignorait, c'était que mon talent inné surpuissant me permettait d'avoir des statistiques de base maximale. De plus, je venais d'apprendre les techniques indiquées dans le sutra du Tianyang-tat, ce qui rendait mes capacités et mes statistiques bien supérieures à celles des autres cultivateurs de mon niveau. Cette fois, il concentra son énergie dans son arme, la faisant crépiter d'éclairs, avant de m'attaquer avec une technique frénétique de lame déchaînée. Une attaque puissante surgit dans ma direction, mais je restai calme. C'était l'occasion idéale pour tester le pendentif de jade que ma sœur aînée m'avait offert. Juste avant que la lame ne m'atteigne, un bouclier apparut, bloquant l'attaque. Je pensais alors que cette compétence de bouclier spirituel était vraiment extrêmement utile.
Son attaque avait consommé une grande partie de son énergie, le laissant haletant. Malgré tout, il exigea que je lui remette mes possessions, promettant de m'épargner si je le faisais. Cela me fit rire. Était-il sérieux? Qui lui avait donné le courage de faire une telle demande? Quelle absurdité! Ses paroles me mirent en colère, et il attaqua de nouveau. Sa vitesse augmenta, et il multiplia les coups, mais je les esquivai tous sans exception. Son épée resta suspendue en l'air, et il ouvrit de grands yeux, incrédule. Réalisant que continuer le combat risquait de lui coûter la vie, il tenta de battre en retraite. Je compris que c'était ma chance. Alors qu'il reculait, je bondis en avant et frappai son épaule, lui infligeant une blessure sévère. Le sang coulait de la plaie, et il me regarda, stupéfait. Je pus alors voir ses informations. Il avait un total de 2550 points de vie, et ses attributs n'étaient pas impressionnants. Même ses compétences semblaient médiocres. Face à ces statistiques, je ne pus m'empêcher de penser qu'il avait la force d'une nouille trempée. J'intensifiai le rythme de mes attaques, et en quelques instants, j'avais réduit sa vie de 70%. Bien qu'il soit au stade avancé du raffinement du chi, ses attributs étaient bien inférieurs aux miens. Cette fois, je portai un coup critique qui le fit s'effondrer au sol. Pointant mon épée sur lui, je lui ordonnai de rendre la technique secrète de notre secte. Terrifié, il se mit à supplier pour sa vie. Soudain, je sentis un danger imminent et esquivai immédiatement. Une attaque beaucoup plus puissante trancha l'air entre nous, brisant le sol. Une silhouette émergea de la forêt, et Zuao, désespéré, cria « Frère, sauve-moi !» Je fronçai les sourcils en observant l'homme qui venait d'arriver. Zuao se mit alors à rire, affirmant que j'avais vraiment la malchance de croiser son frère. Ignorant ses paroles, je me concentrai sur l'aura du nouvel arrivant et reconnus immédiatement celle d'un cultivateur au stade de l'établissement des fondations. C'était sans aucun doute Zhu Shen, le frère de Zuao. Wu Shen s'approcha de son frère en le réprimandant. Il lui rappela qu'il lui avait ordonné de rester caché dans les montagnes, surtout en cette période de tension, mais que Zuao n'avait pas écouté. Il ajouta que, sans son intervention, son frère serait déjà mort. Zuao, embarrassé, s'excusa tout en le suppliant de s'occuper de moi en priorité. Wu Shen me lança un regard méprisant et me déclara que si je lui remettais tous mes biens, il m'accorderait une mort rapide et sans douleur. Je ne pris même pas la peine de répondre, les considérant comme de simples bouffons. Pendant que Zuao s'apprêtait à prendre un flacon de pilule pour récupérer ses forces et soutenir son frère, je profitai de l'occasion pour foncer sur lui. D'un mouvement rapide, je plantai mon épée dans son cou, provoquant un coup critique infligeant 300 points de dégâts. Alors que je retirais ma lame, il poussa un cri de douleur avant de s'effondrer, laissant tomber les pilules qu'il tenait. Zhu Shen, furieux, me fixa intensément. Je déclarai calmement que son frère n'avait visiblement pas compris une leçon essentielle. Les méchants meurent souvent parce qu'ils parlent trop. Dans tous les cas, mon objectif était d'éliminer les deux, et désormais, c'était son tour. Cependant, je n'avais pas prévu que mon adversaire serait aussi puissant. En un instant, sa lame traversa mon corps. N'ayant pas le temps d'esquiver, je subis l'attaque de plein fouet, encaissant 220 points de dégâts. La situation était critique, car il allait être difficile de le vaincre. Le coup me projeta plusieurs mètres en arrière, mais j'eus tout de même le temps d'apercevoir ses attributs. Zhu Shen possédait 5300 points de vie, et ses statistiques globales étaient 3 fois supérieures à celles de Zuao. Avant que je ne puisse réagir, il disparut soudainement et réapparut derrière moi. Je me retournai rapidement pour bloquer son attaque avec mon épée. La puissance de son coup me repoussa encore de plusieurs mètres, mais, heureusement, cette fois, il ne me causa aucun dégât. Je repris mon équilibre, réalisant que, bien qu'il soit plus rapide, mon expérience et ma mémoire musculaire me permettaient d'anticiper ses mouvements et de me défendre en conséquence. Néanmoins, l'échange avait été extrêmement périlleux. Zhu Shen, visiblement surpris, semblait embarrassé qu'un cultivateur de l'établissement des fondations comme lui ne parvienne pas à vaincre facilement un simple novice en raffinement du chi. Il augmenta sa vitesse et cette fois, utilisa une technique spéciale, la frappe de l'âme scindée. L'attaque infligea 300 points de dégâts, me mettant encore plus en difficulté. Je regrettais d'avoir utilisé mon bouclier spirituel plus tôt, car il était maintenant soumis à un temps de recharge de 15 minutes. Cependant, ma technique de déplacement récemment acquise, obtenue en affrontant le boss du village des débutants, avait un temps de recharge bien plus court, seulement 10 secondes, ce qui me permettait de mettre de la distance entre mon adversaire et moi, gagnant ainsi un peu de répit. Zhu Shen, avec un sourire narquois, activa à son tour sa propre technique de déplacement. Brusquement, 3 Wu Shen apparurent, m'attaquant depuis différentes directions. Face à cette technique, je gardai mon calme. L'astuce pour gérer ce genre d'attaque était de repérer l'original. Par exemple, seul celui du milieu avait une lueur vive dans les yeux, tandis que les deux autres semblaient inanimés. Me focalisant sur ce détail, je me précipitai et frappai son torse. L'attaque fut un coup critique,
infligeant 55 points de dégâts et déclenchant un effet de brisure d'armure qui durerait 5 secondes. Sachant que sa défense était affaiblie, c'était le moment idéal pour enchaîner. Je fonçai de nouveau, portant un autre coup qui infligea 110 points de dégâts. Zhou Shen, furieux, poussa un rugissement et libéra une vague d'énergie qui me repoussa. Profitant de cet instant, il utilisa une seconde technique pour se lancer à l'assaut. Sa vitesse était écrasante, et bien que chacune de ses attaques n'infligeât que des dégâts modestes à 2 chiffres, je commençais à éprouver des difficultés. C'était frustrant. Bien que je sois au stade initial du raffinement du Qi, affronter un cultivateur au stade de l'établissement des fondations était un défi extrêmement ardu. Si j'avais été au stade intermédiaire, je n'aurais pas été autant désavantagé. Mon niveau de vie avait déjà chuté d'un tiers. N'ayant plus d'alternative, je sortis la pilule de jade pourpre que m'avait donnée mon mentor. D'autres joueurs ne subiraient pas de pénalité trop grave en cas de mort, surtout au stade débutant, mais mon talent inné rendait la situation différente. Une seule mort entraînerait une diminution permanente de 10% de mes statistiques. Je n'avais donc pas le luxe de prendre ce risque. J'avalai rapidement la pilule, et une aura pourpre enveloppa mon corps. Zhou Shen, surpris, hésita. Après avoir consommé la pilule, tous mes attributs de combat augmentèrent de 30 points pendant les 5 minutes suivantes. Il sembla percevoir un changement en moi, mais il ne me considérait toujours pas comme une menace sérieuse. Il balança à nouveau sa lame dans ma direction. Cette fois, je ne tentais même pas d'esquiver. La pilule que j'avais consommée avait non seulement restauré ma santé, mais également augmenté ma défense. À sa grande surprise, son attaque fut bloquée sans que je semble faire le moindre effort. Il comprit rapidement que la pilule que j'avais ingérée était extraordinaire. Ses yeux brillèrent d'avidité, supposant que je possédais d'autres objets de grande valeur. Il savait cependant que les effets de la pilule étaient temporaires, et il avait raison. Avant qu'il ne puisse analyser pleinement la situation, je le frappai, infligeant 180 points de dégâts. Avec un sourire, je lui déclarai qu'il me suffisait de le tuer avant que les effets de la pilule ne s'estompent. Il ne s'attendait pas à ce qu'une simple pilule me rende aussi puissant. Réalisant qu'il ne pouvait pas gagner dans un affrontement direct, il commença à battre en retraite, espérant gagner du temps jusqu'à ce que les effets de la pilule se dissipent. Cependant, sa vitesse n'était plus à la hauteur de la mienne. Il continua de subir mes attaques, et le système m'informa que j'avais saisi l'essence du maniement de l'épée, augmentant ainsi mon aptitude dans cette compétence de 5%. Cette notification fut une excellente nouvelle. Je sentais que je commençais lentement à comprendre la véritable essence du combat à l'épée. Après plusieurs assauts supplémentaires, sa santé chuta rapidement en dessous de 15%. Je vis de la peur dans son regard, mais ce que j'ignorais, c'est qu'il avait décidé qu'il était dangereux pour lui de me laisser en vie. Selon lui, je devais être un disciple important de la secte de l'épée, et il ne pouvait pas se permettre une telle erreur. Soudain, son arme subit une transformation étrange, enveloppée d'une énergie violette. Son aura changea de manière drastique, et ses yeux devinrent rouge sang. Il lança une attaque puissante dans ma direction. Ressentant un danger avant même qu'il n'active sa compétence, j'anticipai son mouvement et utilisai le pas fantôme pour esquiver. À sa grande surprise, je réapparus juste devant lui. Profitant de son déséquilibre alors qu'il tentait de se remettre de son attaque, je portai un coup rapide à sa gorge. Ma lame la trancha profondément, infligeant 466 points de dégâts et épuisant instantanément le reste de sa santé. Il perdit toute force, se demanda comment cela était possible, avant de s'effondrer lourdement au sol. Je repris mon souffle, soulagé que tout soit enfin terminé. Le système m'informa que j'avais terminé la quête de difficulté en fer et que je pouvais retourner à la secte pour réclamer ma récompense. Avant de partir, je pris le temps d'examiner les objets laissés par les deux frères. Cependant, avant de retourner à la secte, il y avait encore une dernière chose à accomplir. Je retournai en ville et me rendis dans le marché animé, déterminé à acheter un cadeau pour mon mentor. C'était ma première quête en dehors de la secte, et bien que mon maître soit puissant et probablement sans réel besoin matériel, comme le dit l'adage, c'est l'intention qui compte. Offrir un cadeau pourrait également renforcer notre relation et améliorer notre rapport. Cependant, le choix du cadeau n'était pas évident. Je déambulais parmi les échoppes, examinant les divers objets en vente, jusqu'à arriver à une boutique de jade. Pensant que les femmes apprécient généralement les bijoux en jade, je décidai d'acheter une épingle à cheveux en jade d'un prix élevé. L'achat en main, je retournai à la secte et me dirigeai vers le panneau des tâches pour remettre la plaque au superviseur. La jeune fille chargée de vérifier les quêtes fut surprise de me voir revenir si rapidement après avoir accompli une mission de difficulté en fer. Les autres disciples et joueurs présents me regardèrent avec stupéfaction, persuadés qu'une telle quête nécessitait au moins un cultivateur au stade avancé du raffinement du Qi. La superviseure, très enthousiaste, me complimenta en me qualifiant d'élite du hall intérieur, doté d'un potentiel illimité, et me souhaita du succès dans ma voie martiale.
Elle me remit ensuite la récompense accompagnée de 100 pierres d'esprit de qualité inférieure comme bonus. Je rangeai les récompenses dans mon sac de stockage, sous les regards envieux des autres disciples et joueurs. Soudain, ils m'encerclèrent, me bombardant de questions sur mon niveau de cultivation et me demandant si je comptais accepter des disciples. Certains m'invitèrent à rejoindre leur guilde, tandis que des joueuses, plus audacieuses, me proposèrent de faire n'importe quoi si j'acceptais de les accompagner. Je leur adressai un salut respectueux, les remerciant pour leur gentillesse, mais leur indiquai que d'autres affaires m'attendaient. Je m'éclipsai rapidement, mais ils me poursuivirent avec insistance. Peut-être était-ce là l'inconvénient d'être trop exceptionnel. C'est alors que 2 disciples PNJ intervinrent, bloquant les joueurs et leur ordonnant de ne pas déranger le disciple du chef de la secte. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils prirent conscience de ma véritable identité. Je me dirigeai ensuite vers la zone intérieure et me rendis directement dans la grande salle. Là, il trouva son mentor, confortablement installé sur un grand fauteuil, absorbé par sa lecture. Il annonça son retour en disant qu'il était de retour. Elle posa son livre, après avoir appris qu'il avait accompli une quête de difficulté enfer. Sa voix, mélodieuse, ne contenait cependant aucune louange. Au lieu de cela, son ton devint sévère. Elle lui rappela qu'elle ne l'avait autorisé qu'à choisir une quête de difficulté difficile et non enfer. Elle souligna qu'un échec aurait signifié sa mort et pire encore, la perte d'un prodige de la secte de l'épée, ce qui aurait constitué un coup dur pour la secte tout entière. Il savait que son maître s'inquiétait pour son bien-être. En levant la tête, il admit docilement son erreur, reconnaissant que ses critiques étaient bien méritées. Le maître, satisfait de son attitude, se redressa et lui demanda des détails sur le niveau de cultivation de ses adversaires. Il rapporta sincèrement que, bien qu'il ait d'abord pensé que son opposant était au stade avancé du raffinement du chi, il avait été surpris de découvrir que celui-ci avait un frère au stade de l'établissement de la fondation. Elle sembla quelque peu étonnée, et il expliqua qu'il avait principalement compté sur la pilule qu'elle lui avait donnée pour triompher. Après l'avoir écouté, elle acquiesça, mais le mit en garde contre toute action imprudente à l'avenir, lui rappelant qu'il était son disciple le plus talentueux. Elle lui remit alors un talisman, lui ordonnant de ne l'utiliser que dans des situations de vie ou de mort. Ce qu'il ignorait, c'est que, bien que son maître semblait calme en apparence, à l'intérieur, elle pensait que ses talents de combat étaient extraordinairement impressionnants, un véritable prodige rare, un talent qui n'apparaît qu'une fois par millénaire. Elle n'avait pas anticipé un tel bénéfice. Il prit rapidement le talisman, qui contenait un fragment de l'esprit originel de son maître, utilisable une seule fois et seulement contre des ennemis non-joueurs. Il la remercia et se sentit exalté, renforcé par la secte entière, avec une confiance totale dans tout ce qu'il entreprendrait. Elle lui donna ensuite 2 pilules de rassemblement de chi, l'une comme promis et l'autre en bonus pour avoir accompli la quête de difficulté enfer. Il s'inclina profondément, exprimant sa gratitude. Elle lui indiqua de se rendre à la bibliothèque pour trouver les techniques d'épée dont il avait besoin. Juste avant de partir, il l'interpella, elle lui répondit, visiblement un peu intriguée, qu'il pouvait poser sa question. Il sortit alors l'épingle à cheveux en jade qu'il avait achetée plus tôt et lui expliqua que c'était sa première quête en dehors de la secte et qu'il avait voulu lui offrir un cadeau. Ne pouvant se permettre rien de trop précieux, il avait choisi cette épingle en jade. Après une courte pause, il ajouta, avec un sourire, qu'il trouvait que c'était un bel objet et qu'il espérait qu'elle l'apprécierait. Elle prit l'épingle et l'examina un instant, perdue dans ses pensées. Quelques secondes plus tard, elle disparut, mais sa voix résonna, lui conseillant de cultiver assidûment et de ne pas se relâcher. Il se demanda si son maître n'avait pas aimé le cadeau, mais peu après, le système lui notifia que son rapport avec elle avait augmenté de 5 points, portant le total à 10. En quittant la salle, il se sentit bien, se disant que son maître, bien qu'elle paraisse froide, était peut-être simplement timide. Soudain, une explosion retentit,